Alors, un matin, je me suis levé, enfin c'était hier matin, et je me suis dit, putain, comment est-ce que les déterminants pour une matrice n fois n sont calculés? Alors, en fait, j'avais déjà commencé à faire des travaux, entre guillemets, un peu dans ce domaine-là il y a un an. Je connaissais pas du tout la méthode de l'expansion, enfin des cofacteurs, etc. Donc, les trucs qui sont déjà établis pour calculer les déterminants. J'avais juste essayé de regarder un petit peu de ce qui se faisait en démonstration sur YouTube, aussi sur des sites internet spécialisés, et essayer de repérer un pattern. Et en fait, le pattern, je vais vous l'expliquer, et je l'ai réimplémenté. Alors, évidemment, ça n'a pas du tout pour but, enfin, ça avait pour but d'être la meilleure méthode pour calculer les déterminants, mais bon, je n'ai pas ce niveau. Et vous voyez notamment dans les benchmarks que j'ai fait, que je suis toujours assez loin derrière quand même donc les deux méthodes les plus utilisées, notamment la place rec, donc l'expansion de la place, et surtout eigenLU qui met une raclée à tout le monde. Voilà, par exemple sur une matrice de 10 x 10, l'expansion par la place met 130 millisecondes, eigenLU ne met que 0,0348 millisecondes. Donc vous voyez un petit peu le gap quand même qu'il y a entre ces deux méthodes-là. Et mon algorithme, combien il met de temps? Il met 922 millisecondes. Donc j'ai quand même un bon gap de x9 entre la place et mon propre algorithme. Bon, moi j'ai toujours les bonnes valeurs, ça au moins c'est cool, c'est-à-dire qu'il marche bien. Mais en termes d'efficacité, j'ai essayé de tout réduire au maximum, mais enfin d'augmenter mon optimisation, de tout optimiser. Mais par contre, ouais, je suis à chaque fois le plus lent. Le truc au moins qui est pas mal avec mon algo, au moins il faut lui trouver au moins quelque chose de bien, c'est qu'il est, je trouve, facilement, comment dire, teachable, c'est-à-dire qu'on peut, enfin, facilement appréhendable. Donc j'ai déjà fait en fait il y a un an des vidéos à propos de lui, mais en fait il marchait pas. J'étais très proche, mais il marchait pas. Ce qui me manquait, c'était en fait l'alternance des signes dans en fait tout simplement le fait de multiplier. Pardon. En gros, je trouvais les sous-matrices de ma très grande matrice, là, genre on a du 10 x 10, et en fait à chaque fois je devais trouver les sous-matrices 2 x 2 afin de trouver. En fait, si tu trouves tous les déterminants de des matrices 2 x 2 et que tu les multiplies en fait par des cases bien précises qui sont au-dessus, enfin qui sont dans ta grande matrice, alors tu vas arriver à trouver le déterminant de cette matrice. Alors, comment ça se passe? Je vais peut-être faire une démonstration, enfin, un schéma plutôt ici. En gros, voilà, on va prendre peut-être une matrice très simple, un 4 x 4, tranquillement, voilà. Je dessine magnifiquement bien. Voilà, comme ça. Là, on a du 1, 2, 3, 4, ok. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça va éliminer pas mal de colonnes jusqu'à trouver une sous-matrice 2 x 2. Donc au début, je suis parti du fait d'éliminer la première colonne avec la première ligne, ok. J'élimine celle-ci. Ensuite, je vais éliminer du coup la deuxième colonne et la deuxième ligne. Et là, c'est super, j'ai une sous-matrice 2 x 2, donc je peux calculer, si tu veux, le déterminant de cette matrice 2 x 2. Donc en fait, on fait cette case-là fois cette case-là moins celle-ci fois celle-ci. Et tu multiplies cette valeur que tu vas obtenir par cette valeur-là et cette valeur-là. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre ton pivot, j'appelle ça un pivot, en fait, c'est en gros la colonne la plus imbriquée, et tu vas la déplacer de 1, parce que tu peux encore la déplacer de 1, donc si tu la déplaces, si tu veux, de 1, et que je refais ma matrice, donc là en gros on est à une itération juste après. Donc qu'est-ce qu'on aura une itération juste après? On aura évidemment la même matrice qui est là, je la redessine. Et on aura, alors le pivot le plus grand, il n'aura pas bougé en fait, hein, parce que lui, pour l'instant, il n'a aucune raison de bouger. Par contre, le pivot le plus imbriqué, c'est lui qui va bouger à chaque fois. Il va bouger toujours à droite, ou en tout cas le prochain, c'est pas vraiment à droite qui va bouger, en tout cas c'est la prochaine colonne de libre. Donc elle n'est pas forcément à droite, mais en l'occurrence elle est à droite. Donc évidemment cette ligne-là, elle est toujours prise. Et là, hop, on avance. Et donc là, on a une sous-matrice qui est juste là. Et on va déterminer, on va calculer son déterminant, c'est très simple. Et on va le multiplier, cette valeur du déterminant de cette sous-matrice, par cette valeur juste là et cette valeur juste là. Mais là, il y aura une alternance. Alors, il y a l'alternance des signes. Alors, je vais peut-être pas parler encore de l'alternance des signes juste là, mais vous avez compris que là, j'ai encore une case de libre. Donc, après, ce pivot-là va encore bouger une fois à droite. Et quand j'aurai en fait tout simplement plus de place pour bouger mon pivot le plus imbriqué, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir la position des pivots au-dessus, et je vais voir s'ils peuvent bouger d'une fois.
Donc, en l'occurrence, 2 itérations après, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer 2 itérations après, c'est donc je redessine ma fameuse matrice qui est juste là. Donc on a du 4 x 4, hein, comme j'ai dit. Et alors, voilà. Et donc, en gros, on ne pouvait plus bouger, vous rappelez, le pivot rouge, parce que, bon, imaginons que là, on l'a bougé d'une fois, et du coup, on ne peut plus le bouger. Donc, on va voir, je disais, le pivot au-dessus, et lui, il peut bouger. Donc, il va prendre, en fait, si tu veux, la prochaine, pareil, colonne de libre, et en l'occurrence, la prochaine colonne de libre, c'est celle qui est juste à droite. Donc, on va bouger ce pivot juste là. Donc, super. Et ensuite, on va redescendre, voir les pivots, tous les pivots qui sont le moins imbriqués, de manière descendante, hein, et on va les mettre à la prochaine colonne de libre, tout simplement. Et en l'occurrence, la prochaine colonne de libre, c'est celle-ci. Et donc, on la place juste là, et là, pareil, on a une sous-matrice qui est celle-ci, et donc pareil, je vous ai dit, on calcule ce putain de déterminant de la sous-matrice, on la multiplie cette fois-ci par cette valeur ici, et cette valeur qui est juste là, et on continue ainsi de suite. Et bon, aussi à chaque fois, pour chaque itération, la valeur du déterminant de la sous-matrice multipliée par les cases que je vous ai, en gros, qui sont l'intersection des lignes et des colonnes qui sont prises, on fait à chaque fois une addition de toutes ces valeurs-là. Ok. Et à la fin, on va trouver normalement le déterminant de la matrice au global. Donc c'est comme ça, en tout cas, que marche l'algorithme. Du coup, alors j'ai fait aussi un post, hein, sur mon site internet, sur mon blog, bref, je vous mettrai le lien en description un petit peu pour plus peut-être de code, de détails techniques. En tout cas, c'est les principes clés maintenant. On va s'intéresser à comment du coup j'ai implémenté ça. Donc techniquement, j'ai fait un vecteur évidemment de ce qu'on appelle de position, c'est-à-dire que je sais que j'aurai une sous-matrice 2 x 2 à chaque fois, donc le vecteur de position des pivots est égal à la dimension de ma matrice carrée, hein, donc en fait soit le nombre de colonnes ou le nombre de lignes, vu que c'est la même chose, on s'en fiche, moins 2, donc en l'occurrence, vu que j'ai du 4 x 4, j'aurai un vecteur de taille 2, qui est juste celui-là, donc on aura quelque chose comme ça, avec la première position du pivot, donc le premier élément, hein, va être pour la première ligne. Et la première ligne, ce qui va varier, c'est la valeur qui va varier, c'est vraiment son index pour la colonne. Donc au tout début, par exemple, juste là, où est-ce que j'étais? J'étais à 0 ici, pour le premier pivot, et au pivot le plus imbriqué, j'étais ici. Donc là, du coup, j'ai mes valeurs de pivot, et du coup, mes valeurs de position, c'est juste la différence entre toutes les positions possibles. Donc en fait, c'est l'anti-intersection, je ne sais pas comment on appelle ça, bref. Donc c'est 0, 1, 2, 3, toutes les positions possibles, et c'est en fait l'exclusion, voilà, c'est plutôt l'exclusion de ces deux ensembles. Et donc l'exclusion, en l'occurrence de ces ensembles, c'est le vecteur de 3. Et donc mes vecteurs de 3 vont stipuler les cases les colonnes en tout cas de ma sous-matrice qui est libre, et je sais que comme mes sous-matrices sont tout le temps en bas, du coup c'est super simple à calculer, quoi. Donc nickel comme ça, et à chaque fois je vais multiplier du coup la valeur du déterminant de ma sous-matrice dont je connais les colonnes de libre et évidemment les lignes, hein, parce que c'est tout simplement les deux dernières lignes à chaque fois, fois du coup mes cases, mes intersections au pivot qui sont stipulées dans ce vecteur-là, justement. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, mais voilà, il me manquait quand même une variable assez intéressante, qui est décisive à mettre en place, c'est la variable des positions possibles de mes pivots là. Qu'est-ce qu'on remarque sur les positions possibles? Enfin, sur des positions possibles relatives à tous les pivots. C'est-à-dire qu'au début de ma matrice, je commence avec le pivot, par exemple, le plus grand, le moins imbriqué, qui est juste celui-là. Lui, combien de mouvements il a en possibilité? Donc il fait 1 mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements. Donc il a techniquement n-1 mouvements possibles. Ou en fait le n, enfin alors, je peux généraliser, c'est plutôt n moins la ligne où il se situe, moins 1 mouvement possible. Et celui-là, du coup, il a 2 mouvements possibles. Il y a toujours n moins la première ligne, moins 1, donc n moins 2, donc il y a bien 2 mouvements possibles. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de traquer les positions des pivots? C'est parce qu'en fait, donc si on va traquer par exemple les mouvements plutôt possibles des pivots, au tout début, on a bien du coup un vecteur de 2 parce qu'on a 2 pivots, et au début on a 0 mouvements qui ont été faits pour le premier pivot et 0 mouvements qui ont été faits pour le deuxième pivot. Ça on est d'accord. Et quand on est juste là, par exemple, tiens, ici, où est-ce qu'on est? Alors là on a 0 mouvement qui a été fait pour le premier pivot, donc on va remettre, là du coup en l'occurrence par exemple, 0 mouvement qui a été fait pour le premier pivot.
Et, attendez, voilà, et lui, bah, du coup, il a fait un mouvement. Donc on va mettre un mouvement, on va traquer, putain, voilà, on va traquer un mouvement pour ce pivot-là. Et quand en fait ce mouvement-là, donc à un moment donné, il va être égal à 2, une itération plus tard, il va y avoir un truc de ce style-là, 2 comme ça, et on va voir que, ah putain, je suis au mouvement maximum de mon pivot, en fait, le moins imbriqué, et donc c'est là, en fait, où on va se décider, l'algorithme va décider de remonter d'un pivot et de voir si lui-même, pareil, est-ce qu'il a un mouvement possible. Si ce pivot-là a un mouvement possible, alors il va aller à la prochaine, aller à la prochaine colonne de libre, etc., etc. Et ensuite, il va redescendre pour placer tous les pivots, tous les sous-pivots qui sont imbriqués aux prochaines colonnes de libre. Donc, c'est comme ça en général enfin, c'est comme ça, voilà, une overview un peu, une vue d'ensemble de comment marche cet algorithme-là, que j'ai implémenté hier matin, et qui a des performances qui sont pas dégueu, mais qui sont quand même loin des meilleures implémentations, des meilleures méthodes. Mais voilà, je voulais juste en parler dans cette vidéo, parce que quand même le déterminant, c'est la base pour tout ce qui est machine learning. Donc après, il me restera tout simplement à calculer l'inverse d'une matrice, ce qui est voilà, assez trivial. J'en ferai peut-être une vidéo. Et puis après, qu'est-ce qu'il y aura à faire? Il y aura d'autres trucs assez complexes aussi à faire. Je vais documenter ça sur cette chaîne YouTube. Et puis voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous. Et évidemment, j'ai oublié de parler d'un truc très très important, c'est l'alternance des signes, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu fais un plus, ton déterminant que tu as trouvé pour ta sous-matrice et les multiplications des intersections, mais ce plus-là, il faut faire un fois moins 1 ou un fois 1, en fait, hein, tout simplement, qui va être trouvé par la méthode suivante. C'est-à-dire que donc là, je vais vous présenter la fonction qui permet de faire ça. Donc elle se situe dans fulgurance.h, juste là. Et où est-ce qu'elle est cette... donc elle est implémentée... où est-ce qu'elle est cette petite fonction sympathique? Voilà, elle est juste là. Qui s'appelle en fait la parité de la permutation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc au début, en gros, on prend ton vecteur de position de tes pivots pour chacune des colonnes. Et en fonction, si tu veux, de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, perm insert, voilà. En gros, tu démarres de ton premier élément et tu vas voir tous les éléments qui se situent après. Si il y en a un, si tu veux, qui est en dessous, c'est-à-dire que normalement, quand tu prends ton premier élément, tu es censé être au pivot le plus. Tu es censé être au pivot le moins imbriqué, le plus grand, tu vois. Et si du coup tu en as un après qui est censé être moins imbriqué, qui est à une colonne à gauche, c'est-à-dire qu'il y a un mismatch d'ordre. Et s'il y a un mismatch d'ordre, alors tu vas te dire que l'inversion, donc la valeur d'inversion, va augmenter d'un. Et à chaque fois, tu fais ça pour toutes ces valeurs. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, on va prendre un vecteur de position, en l'occurrence, on va dire qu'on aura une matrice 5 x 5. Du coup, combien de pivots on a? On a 5 moins 2, donc on a 3 pivots. Et si on a 3 pivots, on va prendre un petit vecteur juste là, et dans une itération, dans une possibilité de l'algorithme, on va être à un moment à voir, si tu veux, le premier pivot qui se situe à la colonne 1, le deuxième pivot qui se situe à la colonne 0, et le troisième pivot, par exemple, qui peut se situer à la colonne numéro 3. Alors numéro 4, excusez-moi, c'est parce qu'en fait on part des index, on part de 0. Donc numéro 3. Et ce qui va se passer là pour avoir la valeur d'inversion, afin de savoir si ma valeur de déterminant pour la sous-matrice multipliée par les valeurs des intersections au pivot doit être en fait doit être une valeur négative ou une valeur positive, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter, donc je vous ai dit le nombre d'inversions qu'on aura eu, et combien d'inversions on a eu? Bah là, on est censé là avoir un truc qui est quand même au-dessus de celui-là et au-dessus de celui-là. Alors, en l'occurrence, c'est pas le cas, hein. Je veux dire, là, on est bien au-dessus de celui-là, c'est cool, mais là, on n'est pas au-dessus de celui-là. Donc, on a une valeur, si tu veux, d'inversion qui va être déjà de plus 1. Ensuite, on va aller à cette valeur-là, et pareil, on va comparer. Normalement, je suis censé être au-dessus de celui-là, et je suis pas au-dessus de celui-là. Donc, on va avoir une valeur d'inversion qui va encore augmenter de plus 1. Donc, on a une valeur d'inversion qui est égale à 2. 2, c'est pair, hein, on a une double inversion. Du coup, notre valeur du déterminant de la sous-matrice multipliée par les intersections de tous les pivots sera positive. Donc là, on aura une valeur qui est positive. Parce qu'on a une valeur d'inversion du déterminant, enfin d'inversion plutôt des pivots, qui est pair. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est comme ça que c'est calculé. Voilà, on la retrouve où la fonction juste là. Lorsque je vais calculer, voilà, je vous ai dit le déterminant de la sous-matrice multiplié par 1, et en fonction du signe, enfin de la parité du truc, et bah je vais multiplier par moins 1 ou par 1, tout simplement. Voilà. Vous avez
en même pas je sais pas combien de minutes, en même pas 10 minutes, l'idée générale de l'algorithme, enfin même toutes ces idées. Donc son implémentation est disponible sur GitHub, dans ma librairie de statistiques, et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, merci à vous.